Lorsque nous avons décidé de laisser derrière nous l'agitation de la grande ville, l'idée était de rechercher la paix et le calme pour nos années d'or. Elsa et moi, après presque 2 décennies passées dans un appartement donnant sur une mer d'immeubles et de rues animées, aspirions à quelque chose de plus serein, un endroit où le temps semblait ralentir. Notre nouvelle maison se trouvait dans une communauté résidentielle isolée où les maisons, très éloignées les unes des autres, étaient encadrées par de vastes arrière-cours et une nature presque intacte. L'espace entre les maisons créait un sentiment d'intimité que nous n'avions jamais connu dans le centre urbain. Au début, tout était étrange. Le silence, si différent du bourdonnement constant de la ville, semblait parfois assourdissant. Je me suis surprise à entendre l'écho de mes propres pas dans la maison, une sensation que je n'avais pas en ville, où chaque espace partagé était toujours rempli de la vie et du bruit des autres. Elsa a semblé mieux s'adapter au changement au début, plongeant dans chaque nouvelle journée avec une énergie renouvelée, peut-être en raison de sa proximité avec la nature ou de la chance d'avoir enfin un jardin à entretenir. D'un autre côté, je luttais contre la nostalgie. Le fait que tout soit à 2 pas me manquait, les petits magasins du coin, le vendeur de journaux qui savait toujours dans quelle équipe j'étais, et même les sirènes qui étaient ma berceuse involontaire. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la beauté tranquille de notre nouvelle maison commence à s'infiltrer dans mon esprit. La paix que nous avons trouvée en regardant les étoiles dans le ciel clair de la nuit, sans la pollution lumineuse de la ville, ou le simple plaisir de prendre le petit déjeuner sous notre porche en regardant le soleil se lever, ont commencé à compenser le mal du pays. Le déménagement nous a permis de souffler un peu, de prendre un nouveau départ. Au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision. Cependant, ce petit coin de déplacement et de nostalgie n'a jamais cessé de m'accompagner les premiers jours, me rappelant que tout changement important s'accompagne d'un mélange d'émotions et d'une adaptation qui demande du temps et de la patience. Au fur et à mesure que nous nous installions dans la vie tranquille de notre nouvelle maison, j'ai commencé à remarquer des changements subtils chez Elsa. Au début, j'ai attribué ces petites différences au nouvel environnement et à la nouvelle routine que nous mettions en place. Cependant, au fil des jours, ces changements dans son comportement sont devenus plus prononcés et moins explicables. Elsa, qui avait toujours une conversation animée, a commencé à avoir des sautes d'humeur que je n'arrivais pas à comprendre. Certains jours, elle revenait de chez nos nouveaux voisins avec une énergie débordante, partageant des histoires et riant librement. D'autres jours, en revanche, elle rentrait à la maison dans un sombre silence, perdue dans des pensées profondes, presque mélancoliques, dont elle ne voulait pas parler. Ces épisodes de silence sont devenus de plus en plus fréquents. Lorsque je lui posais des questions sur sa journée ou que j'essayais d'entamer une conversation, elle se défilait avec des réponses vagues ou changeait rapidement de sujet. Cela m'a laissé perplexe et honnêtement, un peu blessé. Notre relation avait toujours été basée sur une communication ouverte et honnête, mais là, j'avais l'impression qu'un mur se dressait entre nous. J'ai commencé à chercher des explications. Je me suis demandé si elle n'était pas mécontente du changement ou si quelque chose la dérangeait et qu'elle hésitait à m'en parler. Les doutes ont commencé à me hanter de plus en plus. Je restais éveillé la nuit, écoutant sa respiration douce et régulière à côté de moi, me demandant ce que j'avais pu manquer, ce qui avait pu changer. Un jour, alors qu'Elsa était dans le jardin, j'ai décidé de me promener dans le quartier, espérant me changer les idées ou peut-être trouver des réponses indirectes dans nos petites rencontres avec les voisins. Cependant, en passant devant les maisons, j'ai remarqué des regards qui se détournaient et des salutations plus froides que ce à quoi je m'attendais. C'est alors que j'ai compris qu'il se passait quelque chose que je ne voyais pas. Ce sentiment n'a fait que s'intensifier lorsqu'un après-midi, j'ai rencontré un voisin qui semblait moins prudent. Entre 2 conversations banales sur le temps et le jardin, il m'a laissé entendre qu'Elsa semblait s'amuser beaucoup lors des rencontres de l'après-midi avec certains voisins. Cette information, lancée avec tant de désinvolture, m'a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Quelles étaient ces réunions dont je n'étais pas au courant? Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Cette découverte a été un tournant pour moi. Le malaise que j'avais ressenti s'est transformé en véritable méfiance. Mes nuits se sont transformées en séances de réflexion et d'inquiétude, me demandant si ma femme, ma compagne depuis tant d'années,
n'était pas en train de devenir une étrangère dans notre nouvelle vie. Ce fut le moment qui marqua le début d'un voyage ardu et douloureux à la recherche de vérités que je ne voulais peut-être pas trouver. Au fur et à mesure que la tension montait entre nous, un nouveau chapitre de la vie d'Elsa s'ouvrait, révélant une facette d'elle que même moi je ne connaissais pas. La cuisine, qui n'était auparavant qu'un endroit où l'on préparait des repas rapides et pratiques, est devenue son refuge, son studio de création. Le talent inattendu d'Elsa pour la pâtisserie est apparu comme une agréable surprise au milieu d'une période d'incertitude. Tout a commencé simplement. Un après-midi, alors que j'étais perdu dans mes pensées dans le jardin, Elsa a décidé de faire des biscuits. Il ne s'agissait pas de simples biscuits, mais de créations délicates et parfumées qui semblaient capturer l'essence du confort. Encouragée par mon admiration sincère et les compliments des quelques voisins qui les ont essayés, elle a commencé à faire d'autres expériences. Des gâteaux, des tartes, et surtout ses pâtisseries à la vanille, qui sont rapidement devenues une légende locale. Elsa passait des heures dans la cuisine, à mélanger, goûter et décorer. Chaque nouvelle recette est une aventure, chaque création un défi. À chaque compliment, elle était pleine de vie, ses yeux brillaient d'une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Pour Elsa, la pâtisserie n'était pas seulement une nouvelle compétence, c'était une forme d'expression, un moyen de se connecter à sa nouvelle communauté et peut-être une échappatoire à nos problèmes croissants. Bien qu'elle ait trouvé de la joie dans sa nouvelle passion, les heures qu'elle passait dans la cuisine lui rappelaient aussi les secrets qu'elle gardait. Elle recevait souvent des commandes de voisins et de nouveaux « amis » qui semblaient surgir de nulle part, des gens qui connaissaient ses talents culinaires avant même que je m'en aperçoive. Comment ont-ils pu devenir si proches si rapidement? Pourquoi n'a-t-elle jamais mentionné ces interactions avant qu'elles ne soient inévitables? Un après-midi, j'ai décidé de rendre une visite surprise à Elsa alors qu'elle préparait une grosse commande de tartes pour un anniversaire local. Lorsque je suis arrivé, je l'ai trouvée en train de rire au téléphone, parlant à quelqu'un d'une nouvelle recette secrète. Elle a rapidement changé d'attitude en me voyant, la joie disparaissant comme si j'avais interrompu un moment privé. Ces petits incidents augmentaient ma méfiance, faisant de chaque découverte culinaire moins une fête qu'une interrogation sur ce qui se passait réellement dans sa vie. La pâtisserie d'Elsa est donc devenue un mélange complexe d'admiration et de malaise. Alors que je me délectais de ses créations, chaque saveur sucrée portait en elle l'amertume des doutes qui hantaient désormais notre foyer. Le talent d'Elsa pour la pâtisserie s'est avéré être à la fois une bénédiction et un catalyseur de questions plus profondes sur notre relation, ses nouvelles habitudes et la compagnie qu'elle choisissait de garder loin de mes yeux. Alors que les jours passaient et que l'automne se transformait lentement en hiver, les ombres du doute s'insinuaient dans notre maison, apportant avec elles un froid qui ne disparaissait pas avec la chaleur de la cheminée. Les révélations sur le comportement d'Elsa ont commencé à émerger de manière plus ou moins douloureuse, sans que je puisse les ignorer. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Le premier signe concret est apparu un après-midi inattendu. J'étais chez moi et j'ai décidé qu'il était temps de faire face à ce qui se passait. J'ai trouvé, oublié dans la poche du manteau d'Elsa, un ticket de caisse d'un café de la ville voisine, daté du jour où elle disait rendre visite à une amie malade. Sur le ticket, 2 repas, 2 cafés. Je l'ai interrogée ce soir-là, en essayant de rester calme, en espérant qu'il y aurait une explication raisonnable. Sa réponse fut évasive, nerveuse, sans la sincérité qui avait toujours marqué nos conversations. La tension entre nous s'est accrue de façon exponentielle après cet épisode. Nos échanges sont devenus un jeu de cache-cache, moi essayant de comprendre ce qui se passe et Elsa se refermant de plus en plus sur elle-même. L'atmosphère à la maison est devenue lourde, chargée de non-dits et de lourds soupirs qui en disent plus long que les mots. Il ne fallut pas longtemps pour que l'inévitable vérité soit révélée. Un après-midi, je suis rentré tôt du travail, poussé par le besoin de mettre les choses au clair. J'ai trouvé Elsa dans le jardin, non pas seule comme je m'y attendais, mais accompagnée de Jacques, notre voisin, d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont même pas remarqué mon arrivée.
Le choc de ce que j'ai vu a été plus profond que le vent glacial de novembre. La confrontation qui s'ensuivit fut houleuse, une explosion d'émotions contenues depuis des mois. Elsa a tenté de s'expliquer, parlant de solitude, du manque d'excitation dans nos vies, du besoin de ressentir quelque chose de nouveau. Pour ma part, je me suis senti trahi, non seulement par ma femme, mais par une amie. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons oscillé entre tentatives de réconciliation et disputes passionnées. Nous avons consulté un thérapeute de couple, essayant de trouver un moyen de reconstruire ce qui avait été brisé. Elsa a exprimé ses regrets, promettant que la liaison était terminée et qu'elle voulait faire fonctionner notre mariage. D'un côté, je voulais la croire, je voulais retrouver les années d'amour et de camaraderie que nous avions partagées. D'autre part, la confiance brisée s'est avérée être un obstacle presque insurmontable. Cette phase de notre vie a été marquée par une lutte constante entre le désir de pardonner et l'incapacité d'oublier. Chaque petit pas vers le rétablissement de notre mariage était en même temps un rappel des blessures encore ouvertes. Alors que nous nous efforcions de trouver un nouvel équilibre, l'incertitude quant à l'avenir de notre relation planait au-dessus de nous, un brouillard épais dont nous ne savions pas quand, ni même s'il se dissiperait. Dans le tourbillon d'émotions déclenché par la découverte de la trahison d'Elsa, ma vie semblait être entrée dans une spirale descendante. La confiance autrefois inébranlable que nous partagions avait volé en éclats, laissant derrière elle une traînée de doutes et d'incertitudes qui s'infiltrait dans chaque recoin de notre maison, transformant chaque moment partagé en un souvenir de désillusion. L'impact émotionnel de cette trahison a été écrasant. Je me suis retrouvé sur des montagnes russes de sentiments, où chaque tentative de normalité était subvertie par des flashs d'images dont j'avais été témoin dans le jardin. Dans ces moments-là, la solitude m'étreignait avec une force disproportionnée, aspirant toute trace de paix. Je me sentais étranger à ma propre vie, marchant dans une maison que je ne reconnaissais plus, à côté d'une femme qui ressemblait plus à un mirage qu'à la compagne de tant d'années. Profondément ébranlé, je me suis réfugié dans mon quotidien, essayant de trouver un sens à la poursuite de mes activités journalières. Le travail, autrefois lieu d'épanouissement, n'était plus qu'un endroit où masquer ma véritable condition, une cachette pour les questions que je ne voulais pas affronter. À la maison, les conversations avec Elsa étaient devenues des exercices de diplomatie, médiatisés par un soin qui ne pouvait masquer la distance croissante entre nous. Au cours de ces semaines, ma santé mentale a été mise à rude épreuve. Les nuits blanches sont devenues monnaie courante, et chaque aube apportait avec elle non pas l'espoir d'un nouveau départ, mais le poids d'une nouvelle journée à affronter. Le reflet dans le miroir a commencé à montrer un homme que je reconnaissais à peine, marqué par le stress et la tristesse. Les doutes sur ma propre identité, sur qui j'étais au-delà de ce drame, ont commencé à me consumer. Dans ce contexte de désespoir, j'ai pris la décision de chercher une aide professionnelle. Les séances de thérapie sont devenues mon nouveau refuge, un espace sûr pour démêler les couches de douleur et de confusion. La thérapie m'a donné les outils pour comprendre et finalement accepter que le chemin à parcourir serait celui de la reconstruction personnelle, indépendamment de ce qu'il adviendrait de notre mariage. Parallèlement, j'ai essayé de tendre la main à Elsa, en essayant de comprendre ses raisons, dans l'espoir qu'un dialogue sincère puisse nous rapprocher. Mais Elsa est restée distante, enfermée dans sa propre bataille intérieure, ce qui n'a fait que renforcer le mur qui nous séparait. Son regard se détournait souvent du mien, et ses paroles, autrefois pleines de chaleur et d'intimité, semblaient désormais calculées et froides. Cette crise de confiance a non seulement révélé les failles de notre relation, mais m'a aussi confronté à ma vulnérabilité. J'ai appris que la confiance est délicate et qu'une fois rompue, la reconstruire est un parcours ardu et souvent solitaire. J'apprenais à naviguer dans cette nouvelle normalité où le pardon n'était pas garanti et où la guérison consistait autant à panser mes propres blessures qu'à restaurer les liens brisés. Au fur et à mesure que les jours s'assombrissaient et que l'hiver approchait, l'inévitabilité d'une confrontation finale entre Elsa et moi est devenue évidente. C'était comme si nous marchions sur une corde raide, chaque pas nous rapprochant de l'inévitable. Le poids des émotions non exprimées et des soupçons confirmés rendait l'atmosphère entre nous insupportable. Je savais que nous avions besoin d'une issue, quelle qu'elle soit.
C'est par un vendredi soir froid que tout a basculé. Le silence dans notre maison était presque palpable, comme si les murs retenaient également leur souffle dans l'attente de ce qui allait se passer. Assis face à face dans le salon, la douce lumière des bougies projetait des ombres sur nos visages, des ombres qui semblaient aussi sombres que les pensées que je m'efforçais d'organiser. La conversation a commencé de manière hésitante, mais les émotions refoulées ont vite débordé. J'ai demandé à Elsa, d'une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne, pourquoi elle m'avait trahi. Ses réponses, d'abord évasives, se sont progressivement transformées en aveux douloureux. Elle a parlé de sa solitude, du sentiment d'être perdue dans notre vie conjugale devenue routinière, de l'excitation qu'elle ressentait à explorer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui semblait la voir d'une manière que moi, selon elle, j'avais cessé de voir depuis longtemps. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup, brisant les dernières défenses de mon cœur blessé. Mais plus que de la colère ou de la trahison, c'est une profonde tristesse qui m'a envahi. Une tristesse pour toutes les années partagées qui semblaient maintenant ternies, pour tous les souvenirs qui portaient maintenant une astérisque de doute. Puis vint le moment de la décision. Elsa m'a demandé une seconde chance, me promettant que la liaison était terminée et qu'elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour reconstruire notre relation. J'ai réfléchi un instant. Je l'ai regardée, essayant de voir la femme que j'avais épousée, essayant de trouver une étincelle de notre amour qui pourrait être ravivée. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Mais quelque chose en moi avait irrémédiablement changé. J'ai compris que le pardon, même s'il était possible, ne signifiait pas nécessairement que nous devions repartir à zéro ensemble. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries dans l'environnement même où elles ont été infligées. Avec la clarté qui ne vient qu'avec un cœur brisé, j'ai dit à Elsa que même si je pouvais un jour lui pardonner, nous ne pouvions pas continuer à être mari et femme. Il faudrait plus que des remords pour réparer ce qui avait été brisé entre nous. Les semaines suivantes ont été une succession de procédures pratiques et d'adieux émotionnels. Nous avons discuté de la répartition des biens, de qui aurait la maison et de la manière dont nous allions réorganiser nos vies, qui avaient désormais radicalement changé. Le processus a été incroyablement douloureux, mais nécessaire. Je mettais fin à un chapitre de ma vie et j'en commençais un autre dont je ne connaissais pas encore la forme ni la couleur. En fin de compte, notre confrontation et la résolution qui s'en est suivie n'ont pas apporté le genre de paix que l'on attend des fins heureuses. Elles ont plutôt apporté une sorte d'acceptation tranquille, la reconnaissance que certaines choses, une fois brisées, ne reviennent pas comme avant. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas être reconstruites d'une autre manière, peut-être plus sage, plus prudente et avec un peu de chance, plus forte. Après la tempête émotionnelle qu'a été la découverte de la trahison d'Elsa et notre douloureux divorce, je me suis retrouvé dans une période d'introspection profonde. Le silence de la maison, qui avait été rempli de notre vie commune, résonnait maintenant des échos d'un chapitre clos. C'est dans ce silence que j'ai commencé à entendre plus clairement ma propre voix, à comprendre qui j'étais lorsque je n'étais pas défini par ma relation avec quelqu'un d'autre. Avec le temps, j'ai réalisé que la douleur, bien qu'intense, m'avait appris de précieuses leçons sur la résilience, l'identité et la capacité à pardonner aux autres et à moi-même. Apprendre à pardonner à Elsa n'a pas été un acte d'oubli, mais un processus de libération de l'amertume qui aurait pu facilement me consumer. Ce pardon n'est pas venu d'un seul coup. Ce fut un voyage lent et souvent à contre-séhur, marqué par des jours meilleurs et d'autres de régression. En réfléchissant à notre passé, je me suis rendu compte que nous avions toutes les deux nos défauts et nos faiblesses. La solitude d'Elsa et sa décision de chercher du réconfort en dehors de notre mariage étaient un symptôme, et non la cause de notre déconnexion croissante. J'étais devenu complaisant, peut-être même installé dans notre confort commun, sans me rendre compte des fissures silencieuses qui se formaient entre nous. Dans ce nouveau chapitre de ma vie, j'ai donné la priorité à la connaissance de soi et au développement personnel. J'ai commencé à explorer de nouveaux passe-temps et à raviver d'anciennes passions qui avaient été mises de côté. J'ai redécouvert ma passion pour la peinture et l'écriture, des activités qui m'ont permis d'exprimer les émotions complexes qui continuaient à se déployer en moi. Ces moments de création sont devenus un refuge,
une façon de méditer sur le passé et d'imaginer l'avenir. Je me suis également ouverte à de nouvelles relations, non pas dans la hâte de combler le vide laissé par Elsa, mais avec l'envie d'apprendre à mieux me connaître à travers le regard des autres. Chaque nouvelle amitié et chaque nouvelle rencontre ont été des étapes vers une compréhension plus profonde de ce que je recherchais vraiment dans les relations humaines. En regardant vers l'avenir, je ressens un mélange d'espoir et de crainte. Il y a des jours où la solitude semble écrasante et la peur de ne plus jamais trouver un amour aussi profond que celui que j'ai eu avec Elsa me hante. Mais il y a aussi des moments où la liberté d'explorer le monde par moi-même me procure une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce voyage à la découverte de soi est plein d'incertitudes, mais j'apprends à accepter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. La vie, avec ses peines et ses joies, est un processus d'apprentissage continu. Chaque jour apporte avec lui la promesse de nouvelles leçons et peut-être l'occasion de trouver un nouveau type de bonheur, construit sur les fondations de ce que je suis devenu une fois les tempêtes passées.